Est-ce que vous m'entendez bien, ça va? Donc je suis content de vous présenter notre travail sur la cage juste avant l'apéro. C'est toujours un moment très solennel. Donc moi c'est Anthony Le Guen, je suis superviseur 3D chez Digital District et, euh, et ça fait maintenant 6 ans que je suis chez eux. J'ai commencé en tant que FXTD et j'ai évolué en tant que Houdini artiste à tout faire parce que là-bas on a le pipe sur Houdini. Et je suis extrêmement technique, donc à chaque fois qu'il y avait des sujets un peu complexes, on venait dire hey Anthony, comment tu ferais ça et tout. Et finalement, j'ai fait mes armes chez eux, j'y suis resté. Et donc, voilà, c'est depuis 2017 qu'ils sont sur le pipeline Houdini. Ça a été fondé par David Danesi. Et on est venu nous voir en 2023 pour le projet La Cage, et qui s'est très bien passé, et qui actuellement on le continue sur la saison 2. Donc, ils n'ont pas, Netflix n'a pas autorisé à ce que je montre des images de La Cage saison 2. Donc je vais vous présenter des images de La Cage saison 1, mais je vais vous montrer le workflow de La Cage saison 2 parce qu'on a fait que l'améliorer depuis 3 ans, 2023, on est en 2026. Donc je vous présente le breakdown et on en parle après. Donc pour remonter un peu le temps, en 2023, on vient me voir avec Cyril Costa, j'en parlerai beaucoup pendant la conférence parce qu'on a un peu fait toute la R&D à deux. On vient nous voir, on nous dit voilà, on a un projet de full de 600 plans sur 3 stades à construire et la caméra devrait voir toujours entre 10 000 et 30 000 personnes. Ils vont changer d'état pendant les prises. Comment vous pouvez faire pour avoir un outil assez performant pour ça, sachant qu'on va voir les personnages en plus de près. Donc, nous, à Digital District, avant les foules, c'était juste des instances, pas forcément de très bonnes, pas forcément des personnages très photoréalistes. La dernière fois, on avait fait sur Jackie, qui remonte déjà à 2017 ou 2018, je crois. Donc, il fallait un peu tout repenser. Donc, comme tout le monde, la première chose qu'on s'est dit, c'est pourquoi on n'irait pas jeter un œil du côté de Golem. Golem, c'est réputé, c'est l'outil de référence pour la foule, ça a fait le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est l'outil de référence. On l'a testé un peu, on a vu que les transitions étaient super ergonomiques. C'est-à-dire que quand on passait d'un état de marche à un état de course facilement, il arrivait à pondérer le poids de chaque bones pour faire la transition de manière la plus réaliste possible. Et en plus, quand on les avait rencontrés, ils nous expliquaient qu'ils étaient en train d'implémenter du deep learning, notamment pour les épaules,
Donc sur le papier, ça nous a un peu vendu du rêve. Après, dans la réalité, nous, comme je vous disais, on a un pipe qui est construit autour de Houdini, et donc Golem est totalement dans Maya. Et ça nous gênait un peu, mais encore que si on pouvait sortir les personnages de la foule et les envoyer sur Houdini de manière légère, ça aurait peut-être pu le faire. En 2023, ils n'avaient pas intégré l'USD, ils ne prévoyaient pas de l'intégrer. J'ai découvert là en faisant la conférence que ça y est, ils l'avaient intégré. Donc super. Et je vais vous parler de Golem. Je plaisante. Non, et en plus, voilà, quand on a fait les premiers tests, il fallait à chaque fois faire des tickets quand on rencontrait des problèmes, donc ça nous ralentissait un peu. Donc on a pris le pas de se dire, bon bah, challenge accepted, on va construire la foule sur Houdini. Le problème, c'est que les outils de foule de base sont très peu ergonomiques, très usine à gaz. Alors il a fallu qu'on les repense différemment. Donc ça, c'est un gros avantage d'Houdini. Grâce à Python, Vex, on pouvait vraiment créer nos tools sur mesure comme on le voulait. En plus, on pouvait bénéficier de toute la techno KineFX et les rendus sous USD pour en plus accélérer le process de rendu. C'était extrêmement puissant et je vais vous présenter du coup tout notre workflow déjà d'une manière un peu générale. Donc on commence par créer des agents pour ça, pour gagner du temps et avoir des agents un peu photoréalistes. On est parti sur la solution Character Creator, qui vient aussi avec une banque de modèles, une banque de vêtements, une banque de props. Ces personnages, on en fait des agents sous Houdini, c'est-à-dire qu'on définit un rig, on définit des clips, on définit des levels of detail en fonction de la distance à la caméra, on en reviendra plus tard. Nous, ensuite, de notre côté, on a investi sur une solution de motion capture qui s'appelle Rococo, où on vient mettre une combinaison et enregistrer des clips. Une fois qu'on a enregistré les clips, il y a une grosse étape de retargeting, de cleaning et d'export des clips pour que ça convienne le plus possible. Là, c'est Cyril qu'on voit derrière. Vous voyez, j'ai un peu caché sa tête. Il ne voulait pas qu'on le voit. On préparait ensuite on prépare les agents en amont de la simulation de foule, où on vient en fait récupérer tous les clips dont on a besoin pour la simulation de la scène actuelle et tous les vêtements qui vont être utilisés pour attribuer après la simulation un random sur les personnages de la foule. Ensuite, on prépare évidemment le point de source qui va contenir tous les attributs pour le crowdsource et l'instanciation. On passe finalement à la partie la plus fun qui est la simulation de la foule. Et on passe, une fois qu'on a calculé la simulation, on vient l'optimiser, c'est-à-dire qu'on vient revoir le lookat, on vient faire les levels of detail, on vient réduire le poids drastiquement en supprimant tous les attributs qui ne nous servent pas. Et on envoie tout ça dans Solaris, on rend, et après le comp fait sa magie. Alors, nos creux d'artistes, et je pense particulièrement à un en particulier, se sont un peu cassés les dents parce que quand on les engage, ils se disent « ouais, chouette, je vais faire de la foule », mais le retour à la réalité chez nous est assez dur parce qu'il y a une grosse étape de préparation de clips, sachant que pour éviter d'avoir que visuellement on ait l'impression de revoir les mêmes clips à 2-3 endroits dans la foule, on a enregistré en mocap plus de 100 clips. Donc il y avait 100 clips à préparer, c'est-à-dire nettoyer la mocap, c'est-à-dire bien aligner les pieds et bien orienter les personnages pour qu'ils soient tous dans le même axe, pour qu'on n'ait pas de mauvaise surprise au moment de l'instancing. Extraire la locomotion et la mettre ensuite dans le clip. Créer des boucles en fin de chaîne une fois que c'est bien cleané pour que les clips bouclent sur eux-mêmes. Et enfin les ranger proprement pour que le pipe puisse simplifier la récupération des clips. Alors pourquoi je dis simplifier? Parce que, voilà, c'est maintenant. En fait, évidemment, si on bossait avec 100 clips, le crowd artist deviendrait malade à aller chercher chaque clip pour passer à chaque état. Donc on a créé des états, des states, où on vient charger toute une banque en fait, d'états au moment de la simulation pour simplifier le travail de l'artiste. Alors, pour revenir rapidement encore sur le cleaning, ça c'est l'outil l'HDA qu'on a développé pour cleaner
retargeter et exporter le clip. Comme on a récupéré des mockups entre Rococo, entre Maya, entre Unreal, entre Mixamo, en fait, on a fait plusieurs retargeteurs qui fonctionnent très bien. On venait chercher la source, on vient chercher le fichier de mockup associé. Dans le clean, on vient automatiser tout ce qui est problème les plus courants, c'est-à-dire le personnage qui n'est pas forcément à l'origine, si le personnage applaudit, que le retarget mette plus d'efforts sur les mains plutôt que sur le reste du corps, et si le personnage ne bouge pas forcément au niveau du bas du corps, on peut stabiliser son bas. Vient ensuite la méthode d'export et donc la méthode de cycle avant l'export. Donc voilà la méthodologie de retargeting. Donc j'ai vu que c'était à peu près la même chose en Apex, et là avec tout ce que nous a montré Mathéo ce matin, ça donne très envie de voir comment on peut mélanger les deux. Et ce sera certainement pour une prochaine fois. Mais voilà. Et au moment de l'export, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'exporte pas de manière classique le clip. Dans la saison 1, c'est ce qu'on avait fait. Et on devait recalculer à chaque fois dans la scène de CROD les footprints. Maintenant, on exporte à partir des footprints dans l'agent de prep. Le footprint, c'est ce qui permet à ta foule de savoir à quel moment, dans ton clip, à quel moment tu as les pieds qui touchent le sol. Et donc après, dans la CROD simulation, on sait que voilà, le pied doit toucher le sol à ce moment-là, et donc ça ne va pas glisser. Ça, c'est en théorie. Voilà, donc là, on a fini le cleaning. On rentre dans la préparation avant la simulation. Donc c'est ce que je vous disais au début. Donc on vient sélectionner une de nos librairies d'état qui vient charger automatiquement les fichiers, et ça enregistre en fait un dictionnaire dans nos primitives, dans nos agents, pour savoir que voilà, si j'ai l'état setting idle, j'ai accès à tous ces clips, à ces 14 clips. Et on vient faire la même chose pour charger tous les habits. Donc on en avait aussi beaucoup, donc là les noms ne parlent pas trop, mais on avait un PDF à côté pour savoir à quel costume correspondait chacun des vêtements. Et donc voilà, typiquement le Casual 64, c'était une grosse doudoune. On était dans un stade en plein été, on s'est dit que c'était pas forcément adapté. Et pour le point de source, pareil, donc là je vous présente les attributs de base qu'on utilise, l'ID, l'orient, l'agent name, random et seed, c'est ce qui nous permet de définir la mélanine au rendu des personnages pour qu'ils n'aient pas tous des cheveux de la même couleur. Le seed pour définir aussi un random sur les textures pour qu'ils n'aient pas tous les mêmes t-shirts. Et enfin, state contient le nom du clip, state4 la catégorie du state. Alors on garde au début le state, le clip dans le state pour permettre au crowd source de bien l'instancier, et ensuite au moment de la simulation on vient inverser le state 4 en le mettant dans le state. Hop là. Et donc on passe à la simulation. Donc, ce n'est pas qu'en période de canicule, mais pour simplifier, on met nos personnages tout nus pendant la simulation, tout simplement parce que c'est plus léger. Donc on vient optimiser dès ce moment-là. En fait, la CROD dans Houdini, et même la CROD de manière générale, c'est optimisé partout, partout, partout. Donc on vient récupérer notre CROD object, on vient récupérer notre CROD source via un pop source. On vient charger chacune, j'explique ça rapidement pour ceux qui n'ont jamais fait de full, on vient charger chaque état pour que le CROD solver ensuite la récupère. Et la dernière input du CROD solver, donc c'est les transitions, où on définit des règles pour que notre full passe d'un état à un autre. On a revu ces deux outils. Donc l'outil d'import de state, on l'a retravaillé juste de manière à être plus ergonomique. Il est à peu près similaire à celui qu'il y a de base. La différence, c'est que quand on vient charger notre state name, il vient automatiquement charger tous les clips. Par contre, on a beaucoup plus retravaillé le HDA, en fait, l'outil de transition. Actuellement, si vous allez voir dans Houdini, vous voulez faire une transition en CROD, vous verrez que vous serez obligé de passer d'un état à un autre. Et si vous voulez passer à d'autres états, il faut refaire plusieurs blocs. Et ça devenait rapidement une usine à gaz, et on ne voulait pas ça. Donc on a juste développé un tool qui permettait de pondérer. En fait, on venait choisir notre input state, on venait lui donner une liste de probabilités
d'état de sortie, et on venait piocher dans cette probabilité quel serait notre prochain état après le déclenchement du trigger. Alors qu'est-ce que les triggers? Là, je vous en montre un simple qu'on a fait qui permet ce qu'on appelle l'auto-idle. C'est-à-dire que quand on a un personnage dans la foule en idle qui est en train de se gratter le menton, on n'a pas envie qu'il se gratte le menton pendant 30 secondes si le shot dure 30 secondes. Donc on s'est dit, bon bah, on va prendre un random entre 3 et 10 secondes, et dès que tu dépasses ton random, hop, tu déclenches ta transition sur un autre clip de ton propre état. Donc là, le monsieur qui se gratte la tête au début va ensuite se gratter le menton. Ou autre chose s'il chope un autre clip. Ça, c'est juste pour présenter rapidement, aussi pour ceux qui n'ont jamais fait de full, les bases d'un trigger. On peut dire tout simplement un trigger, ben voilà, on est à la frame 1150, à ce moment-là, tout le monde se lève. Ou alors, mettre une box et dire, bon, bah, tous ceux qui sont dans la box commencent leur transition, et à ce moment-là, tout le monde se lève aussi. On a eu des cas un peu particuliers aussi, où il fallait gérer des escaliers. Donc j'avais créé un setup procédural en KineFX pour adapter le cycle de marche d'escalier en fonction de la profondeur et de la hauteur des marches. Le problème, c'est qu'actuellement, sur Houdini, on n'a pas de rig solver à l'intérieur de la foule. On peut faire un stop solver et peut-être revoir le rig, mais le problème, c'est que quand on part d'un agent de foule, on n'a pas accès à son rig. Donc malheureusement, on a eu des cas ensuite où l'escalier n'était pas à marche, on va dire constante. On avait des marches variables, comme on a vu ça dans l'accord Hotel Arena. Donc j'ai un regard très différent et haineux aujourd'hui avec l'accord Hotel Arena. mais on s'est adapté. En fait, ce qu'on a fait, alors il n'y a pas de si grosse marche, hein, sinon les gens seraient fous. Mais c'était pour tester le workflow. En général, c'était plutôt comme ça dans l'accord Hotel Arena. Ce qu'on a fait, c'est donc on a pris un cycle de marche, on a pris un proxy de l'escalier qu'on est venu lisser en VDB. Et donc notre personnage Jean-Michel est en train de descendre un escalier lissé. Et je viens ensuite remettre un agent terrain adaptation par-dessus pour le forcer à mieux se coller au niveau du sol, sans avoir de grosses sautes. En tout cas, là, de près, forcément, on se dit ça colle pas trop les pieds, mais depuis la vue dans une foule, ça choque pas du tout. Alors quand on avait des sautes à chaque marche, on le sentait bien, quoi. Et évidemment, comme c'est procédural, on peut changer le clip à la demande. Donc aussi, pour ajouter un peu de variété dans la foule, on a créé ce qu'on appelle des animations de sneak peek qui servent à avoir des personnes, sneak out et sneak in, qui servent à dire à des gens de sortir de leur place ou de se mettre à leur place dans la foule. Ça vient ajouter de la diversité. Pour ça, de la même manière, on a pris un siège qui était vide. Après, un siège, il y a une personne, on l'a vidé, on a dit à la personne, va te mettre ici. Moi, je suis un peu trop bas, mais prendre celui-ci plutôt. Et on mettait ensuite une ligne, et on lui dit, prendre le clip de Sneak Animation pour aller jusqu'à sa place. Les personnages devant lesquels il passait comprenaient qu'il devait se lever, et le personnage comprenait que lorsqu'il était à sa place, il fallait qu'il s'assoie. Enfin, là c'était pour vous montrer donc tous les états un peu particuliers de ce que ça rend dans une scène. Donc les personnages qui descendent des escaliers, on a des personnages qui marchent, d'autres qui regardent simplement, et d'autres qui sont en idle dans les escaliers. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on passe à la partie post-simulation. Et ce qu'on a choisi, c'est de ne pas faire le look-at pendant la simulation, mais de le faire en post-sim. Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus léger. Et puis beaucoup plus malléable aussi. Si à un moment donné, on a Tyler, le personnage principal, qui n'est pas au centre de la cage, on n'a pas besoin de relancer une simulation pour dire, voilà, Tyler, il est en train de rentrer sur scène, il faut que les personnages
regarde Tyler qui est dans le couloir d'entrée. On a juste à le mettre après la simulation, mettre un point qui suit, et la majorité des personnages vont suivre le regard de Tyler. D'autres, en fait, ont une animation de talk où ils parlent entre eux, et donc permettent à avoir une foule qui n'est pas 100% concentrée sur son interlocuteur ou qui est en train de regarder son téléphone. On en a peut-être par ici. Donc voilà. Et évidemment, ce qui est l'avantage aussi de le faire en post-simulation, c'est la possibilité de pondérer le point d'influence entre le corps et la tête. C'est-à-dire que si on l'avait fait en simulation, notre personnage aurait soit tout regardé avec son corps et sa tête, Tyler, soit il aurait juste regardé la tête. Là, au moins, on peut dire ta tête regarde à 100% Tyler, à 30% Tyler, et au niveau des épaules. Et on a quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà. Et enfin, on les habille. Voilà, quand même, finalement. Je pense que vous vous demandez tous pourquoi il y a un personnage qui a pris un régime draconien en haut. En fait, on optimise aussi dans le calcul de simulation de vêtements. Pour pas simuler les vêtements, on vient regarder quels vêtements porte notre personnage. Et si on voit qu'il a une chemise à manches courtes, ou là, dans ce cas-là, une chemise à manches longues, on vient réduire son corps de manière à éviter d'avoir des collisions, des interpénétrations entre son corps et le vêtement. Et ça nous allège toute une étape de simulation, et ça marche très bien une fois qu'ils sont habillés, évidemment. Et donc pareil, de la même manière que le moment où on a créé le dictionnaire de clips, on a créé un dictionnaire aussi de tenue, qui vient dire, voilà, le props des chapeaux peut avoir tel type de chapeau avec une telle probabilité. Et donc on vient réassigner à nos personnages, selon un seed, leurs vêtements. En général, quand on leur met une casquette, on n'enlève pas tout de suite leurs cheveux, donc on est obligé de les scalper ensuite aussi. On est vraiment radical pour optimiser du temps, donc on leur scalpe les cheveux quand ils portent une casquette ou un bob. Et enfin, ça c'est juste pour visualiser les LOD, donc les level of detail. En bleu, les LOD 0, en vert, les LOD 1, et en rouge, les LOD 2. Donc les LOD 1 et 2 ont des têtes de Playmobil parce qu'ils sont assez loin pour se permettre de leur mettre des cheveux Playmobil. Et les LOD 0, en général, ils ont vraiment les airs en cards. On met des airs en cards aussi pour simplifier, pour alléger le workflow. Enfin, pour arriver à la partie rendu, on a rendu sous Arnold USD. On a commencé à faire des tests avec le ROP Arnold. Le problème, c'est que c'était extrêmement lourd. Le ROP Arnold, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas passé par Golem, parce que du coup, si on exportait de Maya vers Houdini, ça sortait un cache extrêmement lourd. Mais si on passe en ROP, on en revient au même problème. Parce qu'il est obligé de unpacker toute la géométrie, donc on perd tout l'intérêt de faire une foule en instance comme ça. Et en plus, on a découvert la limite de 255 shaders par node OBJ. C'est-à-dire que si vous avez un node OBJ qui a un matériel Arnold qui contient plus de 255 node shaders, il ne rend pas. Voilà, merci Arnold. Alors qu'en USD, tout se passe très bien. Déjà, c'est extrêmement léger parce qu'on ne load qu'une seule fois la géométrie. J'ai pas passé trop de temps sur l'USD parce qu'on a des super talks là-dessus. Mais alors, on vient load une seule fois la géométrie dans l'agent de définition et on voit que du coup, elle est chargée en instance pour chaque personnage sur la base du modèle de l'agent de définition. Et on vient uniquement changer le rig, enfin le moment du rig qui est appelé donc l'animation. Quand on l'enregistre sur le disque, c'est 100 mégas la frame. Au final, on divise par 10, mais ce qui est fou, c'est qu'avec tous les plans qu'on avait, on a vraiment économisé des terras et des terras de données sur notre serveur. Et en plus, on est compatible avec Material X, à savoir que quand on avait commencé avec Arnold Europe, on n'arrivait qu'à rendre 500 ou 1000 agents par rendu, et donc il fallait faire des patchs. Là, on s'est dit non, c'est pas possible. Et depuis qu'on est passé en USD, maintenant on rend plus de 10 000 agents sans aucun problème, donc ça a vraiment résolu tous nos problèmes. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la présentation, donc je voulais quand même remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, Cyril Costa, Pierre Casgrain qui est là, que vous pouvez applaudir.
Loïc Bauer, aka Loïc la menace, qui est là aussi. Tom Delguste aussi qui est là. Jekyll Boyer qui n'est pas là. Et ben voilà. Mais on peut applaudir aussi. Merci pour lui. Et Anthony Le Guen, bah, c'est moi. Merci beaucoup. Et enfin, je voulais aussi remercier vraiment du fond du cœur Naomi et Guillaume pour m'avoir invité et avoir organisé tout cet événement aujourd'hui. Je suis assez déçu que Guillaume soit pas là, mais il avait malheureusement des obligations, donc j'espère le revoir une prochaine fois. Et merci à tous pour votre écoute et votre temps. Je vous propose de vous répondre à vos questions sur un petit breakdown. On voit un peu mieux la foule de ce que ça donnait sans compo, sans lighting. Voilà, c'est pour vous montrer. Est-ce que pendant ce breakdown, il y a des questions ? Okay. Moi, c'est une petite question d'un point de vue temps de rendu. Du coup, oui. Alors, en fait, faut savoir que je n'ai pas parlé de la méthodologie de compositing, parce que comme on avait 600 full, on a aussi optimisé terriblement le rendu, dans le sens où on a créé des cube maps. On mettait 4 caméras de chaque côté de l'octogone, et on venait rendre, selon les états, chaque cube map en 4K, ou même, je crois qu'à la fin, on est même passé en 8K, et on était à entre 1 heure et 2 heures la frame dans ces eaux-là, quoi. Donc c'était quand même assez léger. Mais par contre, voilà, comme c'était pour placer à n'importe quel moment selon les shots, il a quand même fallu calculer, en général, c'est entre 500 et 1000 frames. Donc on calculait 1000 frames par état. Au final, on a dû calculer entre 10 et 15 000 frames, je dirais. Et du coup, le comp avait toute la latitude, ils avaient tous les AOV Light pour rééclairer de leur côté. Donc finalement, c'est un outil qui est vachement puissant parce que une fois qu'il est en place, tout roule. Le petit inconvénient, c'était que les graphistes s'ennuient parce que tout roule. Mais il y a quand même toujours 2-3 petits trucs un peu manuels, des shots qui sont un peu plus près, qu'il faut un peu plus retravailler. Mais du coup, 80% des plans ont vraiment été optimisés, donc rendus assez rapidement grâce à ça. Oui, coucou. Merci pour ta conférence, trop cool. Juste une question toute bête, vous faites pas du tout de simulation de close? Non, pas du tout. Il faut optimiser, hein. Je l'ai dit. On a optimisé à fond sur ce projet-là, mais on fait de la close sinon sur d'autres projets. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses que si tu avais plus de R&D, par exemple, tu pourrais optimiser encore plus pour espérer peut-être des petites passes? Ah oui, non, mais on pourrait faire tellement plus de choses avec la R&D. Moi, je suis déjà. Maintenant, il y a le machine learning sur Houdini, donc on a très envie de tester ça aussi pour l'amélioration des épaules. Mais il y a même tout le côté Apex dont on parlait ce matin, moi qui m'intéresse énormément et j'aimerais avoir le temps aussi de regarder tout ça pour le mettre en place. Mais évidemment, le R&D, c'est le nerf de la guerre toujours. En toute objectivité, bien sûr, je te recommande d'en discuter avec Mathéo. Mathéo de Brumaire. Très bien, voilà. On en parlera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois des mains. Oui, j'arrive. Est-ce que vous en avez profité pour placer des easter eggs dans la foule? Oui. On a... c'est filmé. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Du coup, moi, je suis un petit peu curieux parce que ça parle d'optimisation depuis tout à l'heure, mais par exemple, pour simuler 10 000 agents ou 30 000 agents, ça prend à peu près combien de temps? Ça fait longtemps qu'on les a simulés maintenant. Mais c'était pas énorme non plus, hein. Je sais que je vais dire moins de 4 heures parce que je sais que c'est ça, mais j'ai plus le temps exact. 4 heures sur des ranges de 1000 frames, 1100, Ouais, de 1000 frames, okay. Exactement. Ouais, c'est plutôt... Merci. Je demande juste validation parce que Pierre avait peut-être... Tu valides? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est validé par Pierre. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Parce que je vois en plus le mec à la télé qui lève la main, c'est confusant. Hop. Bonjour, moi c'était juste au niveau compositing, parce que je vois qu'il y a un peu de travail niveau compositing, mais comment vous aviez fait pour compenser, disons, parce que là vous avez une play tournée en live, est-ce que ça n'a pas posé problème d'avoir des personnages CG et donc un ton de peau peut-être différent? Comment vous avez pu pallier à ça? On a de très bons compositing artistes. Et non, bah après là, forcément, ça c'est un rendu qui est juste fait pour montrer la foule un peu en dur à quoi elle ressemble. Mais honnêtement, le lighting et compo, c'est quand même une grosse partie du taf qui vient rendre le tout photoréaliste, quoi, et que ça marche. Je vais en parler, mais maintenant, voilà, pour les très gros plans, quand on est très proche, on utilise de l'IA pour faire la foule très proche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. De rien. Merci Merci à beaucoup vous. pour cette super conférence.